Bonjour et bienvenue au studio Delta Sigma, j'espère que vous allez bien. Alors je me suis aperçu il y a quelques mois que sur AliExpress on pouvait se procurer des capsules de micro. Je parle de capsules de ce genre-là, des capsules électrostatiques. Alors bien je me suis dit pourquoi pas essayer d'en commander quelques-unes pour les tester, voir un petit peu si c'est vraiment nul et à jeter ou si c'est utilisable au moins pour faire de l'expérimentation et voir un petit peu ce qu'on pourrait en tirer pour des prototypes divers et variés. Alors comme elles n'étaient pas très chères, j'en ai commandé deux et je les ai reçues et là, c'est le drame. Un, 2, 3, 4 et... Donc j'ai reçu ces capsules dans ce magnifique emballage. Donc comme vous voyez, extrêmement bien protégé. Et quand j'ai ouvert, j'ai eu la surprise de trouver la première capsule qui se baladait dedans sans aucune protection. Voilà, la capsule était vraiment à l'air libre, elle faisait sa petite balade. Et la deuxième, qui est donc celle-ci, elle était à peu près comme ça. Donc elle était dans sa boîte, mais par contre le couvercle était flottant, il se baladait lui, et donc en fait comme vous pouvez voir, la membrane elle a vraiment morflé, c'est-à-dire qu'elle est complètement déchirée, enfin elle s'est pris je pense des coups du couvercle. Voilà, donc là, la membrane, elle est complètement morte. Alors, puisque la capsule est morte et que je ne peux pas l'utiliser, j'ai décidé de faire cette vidéo où on va décortiquer, démonter la capsule pour voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Et on va même se donner un défi, on va essayer, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, mais on va essayer ensemble, on verra bien, de refaire une membrane pour cette capsule. Alors, ce genre de capsule, en principe, ce sont des capsules qui sont double face, où on a deux capsules en fait qui sont mises dos à dos. Mais ici, comme on est sur des capsules un peu low cost et qui sont prévues pour des micros qui sont normalement simplement cardioïdes, on a une face donc métallisée, comme il se doit, et l'autre face qui ne l'est pas en fait. Il y a une membrane, mais une membrane qui électriquement ne joue aucun rôle, qui est là simplement pour des raisons acoustiques, pour que la capsule se comporte correctement. Alors, une capsule comme ça, électriquement, en fait, c'est juste un condensateur. C'est-à-dire qu'on a, on va revoir ça tout à l'heure, mais on a deux électrodes séparées par un vide d'air qui est donc l'isolant. Donc je vais quand même voir, avant de démonter, de faire quoi que ce soit, si d'un point de vue électrique, déjà, la capsule serait encore fonctionnelle, même si du point de vue du son, je pense pas que ça soit très haute qualité, mais bon, pour ça je vais utiliser cet appareil qui est donc un pont LCR, et je vais venir mesurer donc la capacité de la capsule. On devrait trouver normalement quelque chose entre 30, 40 picofarad et 100 picofarad. Voilà, c'est à peu près la fourchette. Donc, on observe une capacité de 72 picofarad environ. Voilà, ce qui est à peu près dans la fourchette de ce qu'on attend, donc il n'y a pas tellement de problème. La capsule est donc techniquement utilisable, enfin électriquement utilisable, même si la membrane est perforée. Donc, ce que je propose, c'est que je monte ça dans un micro de test pour voir déjà ce que ça donne, et comme ça sera aussi intéressant de voir quel est le son qu'on obtient quand on a une capsule qui est dans cet état. Alors je vous présente ce micro qui est un Amixel 2003, c'est un micro chinois que j'avais acheté il y a une quinzaine d'années. J'avais fait des petites modifications dans le circuit, j'avais changé des condensateurs, etc. Mais la capsule est d'origine, c'est une capsule chinoise, tout ce qui est de plus standard, comme on la retrouve encore sur beaucoup de micros asiatiques actuellement. Et donc c'est ce micro qui va nous servir pour faire les différentes expériences et voir un petit peu comment va sonner notre capsule. Donc bon, là vous m'entendez, je parle dedans, je vais faire quelques notes de guitare qu'on va garder comme ça en référence, et ça nous permettra de comparer par la suite.
Alors avant d'aller plus loin dans le démontage et le changement de la capsule sur ce micro, je voudrais faire quelques enregistrements de comparaison avec cet autre micro qui est un micro donc conception, enfin fabrication entièrement maison. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, ça viendra. C'est un micro, je crois, qui sonne quand même très bien, hein, enfin je pense qu'on l'entend déjà sur la voix parlée, le son est très différent. Pourtant j'ai rien changé, même pas réglé le gain, tout est pareil, exactement pareil. Je vais refaire quelques notes de guitare, ça nous permettra de comparer tout à l'heure. Voilà, un beau micro avec une belle sonorité. Bon alors c'est parti, on va démonter ce micro et on va mettre la capsule avec la membrane perforée dedans pour voir déjà un petit peu comment elle sonne. Bien, alors on va changer la capsule de ce micro. Alors pour ça, on va déjà le démonter. Alors ce genre de micro en général ça se démonte vraiment facilement. Il y a ici en bas une petite bague qu'on défait à la main, comme ça. Et ensuite, le corps du micro se retire de la même façon. Voilà. Et ensuite, il va falloir démonter la tête. Alors pour ça, là, il y a 4 vis. J'en ai déjà enlevé 3 pour gagner du temps et parce que j'ai déjà démonté plusieurs fois ce micro. Mais je vais donc retirer la dernière vis. Donc, on a ici le micro complètement déshabillé. Ici, on est sur une capsule un petit peu différente, puisque ici, c'est une capsule de type K87. Alors, en comparaison, on voit bien la différence entre les deux. Cette capsule qui est de type Neumann, on va dire, elle a une connexion centrale, et cette capsule qui est plutôt de type AKG, elle a pas de connexion au centre. Voilà. Donc ça va changer beaucoup de choses. Cette capsule est également une capsule simple face. Si on va voir l'arrière, il n'y a carrément même pas la partie en laiton métallique. C'est uniquement une partie en plastique qui est là. Il n'y a même pas de membrane, il n'y a rien. C'est vraiment complètement fermé. Alors on va procéder au remontage du micro avec cette fois-ci cette capsule qui est donc pour l'instant, comme vous le voyez, pas mal endommagée. Mais le but c'est de voir un petit peu justement ce que ça peut donner en termes de son. Et voilà, le micro est prêt à être testé avec la fameuse capsule percée dedans. Je suis curieux de voir si ça marche. Allô, allô, allô. Alors, ceci est un test avec la capsule perforée. Alors, on a du son. Ça fonctionne, il n'y a rien à dire. C'est quand même assez étonnant qu'une capsule avec une membrane dans cet état arrive à fonctionner. Donc, ma foi, on n'a peut-être pas un son, il faudra comparer avec l'autre micro. Avec celui-ci, puisque pour le coup on a une capsule du même genre, c'est une capsule type AKG, type CK12. Par contre on entend des bruits, des petits crachotements en fond. Alors est-ce que ce genre de petits crachotements c'est la capsule qui fait ça? Peut-être. Là j'ai pas d'idée précise pour ça. On va quand même essayer de faire des notes de guitare malgré les petits bruits de fond.
Donc maintenant, on va pouvoir vraiment démonter cette capsule. Il y a déjà une vis qui a donc disparu, qui était une vis qui tenait donc le petit fil. Je vais pouvoir maintenant dévisser tout ça et on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Donc là, je désassemble la capsule, comme vous l'avez probablement jamais vu encore. Voilà. Alors. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans cette capsule? On a d'abord cette couronne en laiton qui a principalement deux rôles. Elle a un rôle mécanique qui vient de tenir la membrane tendue avec toutes les petites vis qui viennent donc le maintenir à sa place. Mais il y a un deuxième rôle, c'est que ça sert aussi à faire le contact électrique avec la membrane. Donc la membrane, elle est ici, elle est juste en dessous. Elle est constituée en mylar, donc c'est un plastique, on va dire, qui est très fin, de l'ordre de quelques microns. On parle de entre 6 et 10, 12 microns à peu près d'épaisseur, donc c'est vraiment très très fin. Et il y a sur une des faces, on a pulvérisé un métal pour que ça soit conducteur, donc en général c'est de l'or. On peut vérifier qu'il y a une face qui est conductrice et une face isolante. Donc si je viens ici voir entre deux points de la membrane, j'ai ici aucun contact. Donc il n'y a pas de continuité sur cette face. Par contre, si je vais sur l'autre face, ici, j'ai bien le contact. La membrane, elle n'est pas simplement posée là-dessus, parce qu'il faut quand même que ça puisse vibrer. Donc si on la posait et qu'on la tendait directement là-dessus, elle serait plaquée contre la partie arrière ici, et elle ne pourrait pas vibrer. Donc on va utiliser cet espaceur, qui est très fin. On parle de quelque chose qui fait 30 à 50 microns d'épaisseur. Et cette petite chose va venir se placer par-dessus ici, pour venir remonter un petit peu la position du diaphragme, de façon à ce qu'il ait de la place pour vibrer. Donc évidemment, les ordres de grandeur sont très fins, puisque ça le relève de 50 microns. C'est vraiment pas beaucoup. Cette partie, donc la backplate, elle est très importante pour la sonorité et l'acoustique de la capsule. Comme vous voyez ici, on a des découpes qui suivent un quadrillage. Et ça, c'est caractéristique des capsules AKG type CK12. Et donc, la connexion, elle est faite par une vis qui vient latéralement dans le plastique isolant ici, venir se visser dans le laiton. Ce qui fait qu'on aura comme ça le contact électrique. Dans les capsules de type Neumann, eh bien, on a une géométrie qui est différente. Comme on le voit sur celle-ci, qui est de type 87 ou 67, eh bien, on a la connexion qui est centrale et on a les perforations derrière, on les voit quand même, elles sont aussi alignées de façon régulière comme ça. Alors cette capsule, elle a une particularité par construction, elle a une bosse naturelle dans les hautes fréquences, à partir de 10 kHz, quelque chose comme ça. Et cette bosse, normalement, dans le micro qu'il utilise, c'est typiquement le U87 ou le U67, eh bien l'électronique vient compenser ça pour donner quelque chose qui soit agréable et avoir une belle courbe de réponse. Le problème, c'est que comme c'est une capsule qui est facile à copier et que la plupart des micros chinois utilisent ce design-là, le problème c'est que les électroniques ne compensent pas du tout la bosse dans les aigus et on se retrouve avec des micros qui sont ultra bright, qui sont pas du tout équilibrés et c'est une caractéristique des micros chinois et ça vient en partie du fait de l'utilisation de cette capsule avec un design électronique qui n'est pas adapté. Donc il existe en réalité plein d'autres modèles, plein d'autres typologies de capsules, mais il y a une autre variété qu'on rencontre très souvent, qui est la capsule du U47, c'est donc une capsule qu'on appelle la K47, et qui était aussi autrefois la M7. Donc elle a aussi un point de fixation central pour prendre la connexion de la membrane. Mais par contre, la géométrie des perforations de la backplate, ici, là, n'est pas du tout la même. Je vous mets quelques images pour voir, on a une disposition qui est différente.
et ça va changer évidemment la réponse acoustique de la capsule. Alors, à savoir que dans cette capsule-là, dans la capsule CK12, on a l'impression que ce sont des trous, mais en fait, il y a certains trous qui sont traversants et d'autres qui ne sont pas traversants, qui sont juste des petites perforations, mais qui sont bouchées. Quand la membrane est disposée au-dessus, eh bien, comme tout est serti et fermé autour, il n'y a pas d'air qui peut passer par le tour de la capsule. Et donc, ça fait comme une chambre fermée, close, dans laquelle l'air est emprisonné. Et donc, quand la membrane va venir vibrer avec l'onde acoustique, l'air derrière va faire comme un ressort et va réagir, un peu comme une membrane d'un haut-parleur dans une enceinte, va réagir en fonction de l'élasticité du ressort qu'est l'air qui est derrière dans la cavité. Et donc, toutes les perforations ici vont permettre de modifier un petit peu la façon dont l'air à l'arrière de la membrane va venir créer une force de ressort sur la membrane. Et donc, certains trous, qui sont notamment les trous qui vont vraiment être traversants, vont communiquer entre l'une et l'autre face, puisque les deux faces sont identiques. Elles vont communiquer dans une petite chambre très mince qui fait à peu près 50-60 microns entre les deux capsules, qui va se servir un peu comme une chambre de décompression et qui va permettre à l'onde acoustique de circuler d'une certaine proportion entre les deux faces de la capsule, et c'est ce qui va permettre de donner la directivité cardioïde à cette capsule. C'est pour ça notamment que ici la partie arrière contient une membrane, même s'il n'y a pas d'or et qu'elle n'est pas du tout pulvérisée et qu'il n'y a pas de connexion électrique dessus, c'est pour que ça joue son rôle acoustique dans la capsule. Alors comme je suis un petit peu curieux et que j'ai quand même envie de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, et que de toute façon il n'y a pas grand risque, j'ai l'impression qu'il y a juste deux des vis qui traversent vraiment pour maintenir les deux moitiés ensemble. Donc je vais défaire ces deux vis là et on va voir si on arrive à examiner ce qui se passe à l'intérieur de la capsule. Voilà. Donc je viens de dévisser les deux vis ici, et là, alors on observe quelque chose de vraiment intéressant. Déjà les perforations ici sont pas du tout raccord avec ce que devrait être une CK12. Donc là, le clone, il est peut-être visuellement assez ressemblant sur la face visible, mais sur la face interne, pas trop quoi. Franchement, non. Là, on n'y est pas. Alors, on peut remarquer qu'il y a ici encore un petit espaceur qui sert à créer quand même une petite chambre de décompression entre les deux capsules. Disons que c'est une fabrication simplifiée de la capsule. Ce genre de capsules, je vous ai dit, ce sont des capsules qui sont assez complexes à fabriquer, qui sont donc très peu clonés par le marché asiatique, mais même quand ils le clonent, manifestement, ils le font pas bien. Bon, c'est bien joli tout ça, mais il va falloir remplacer cette membrane qui est plus du tout en état de fonctionner. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose qui ait les mêmes propriétés, c'est-à-dire qui soit souple, qui soit assez résistant quand même, qui fasse à peu près 10 microns d'épaisseur maximum, qui soit conducteur sur une face mais pas sur l'autre. Bon, le problème c'est qu'une machine pour pulvériser de l'or sur un film de Millard ou sur n'importe quoi, ça coûte très cher et c'est pas une technologie que j'ai sous la main. Donc comment faire? Eh bien j'ai trouvé la solution, vous allez peut-être pas me croire, mais la solution, la voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, ce sont des couvertures de survie. Alors la couverture de survie, il faut savoir que c'est essentiellement constitué en Millard. Tiens donc, on est dans les 10 microns, entre 6, 10, 12 microns maximum d'épaisseur. Plus elles sont de mauvaise qualité, plus elles sont fines, donc ça va nous arranger. Et puis il y a de l'aluminium qui est projeté dessus, sur une face, pour lui donner ses propriétés thermiques. Alors il en existe de plusieurs sortes, il y en a des argentés, il y en a des dorés. Alors j'ai essayé différentes choses, celle-là n'est pas du tout conductrice, donc celle-là ne fonctionne pas. Par contre, celle-ci, j'en ai un petit échantillon ici, voilà. Eh bien, elle est parfaitement conductrice sur une face et elle ne l'est pas sur l'autre face. D'ailleurs, on voit un peu sur ce morceau-là qu'il y a des zones, c'était en bord de... Voilà, il y a des zones qui ont été mal pulvérisées avec moins de métal et des zones avec mieux pulvérisées avec de l'aluminium. Donc, on va quand même vérifier tout de suite la conductivité. Donc pour ça, je reprends
mon multimètre, voilà. Hein. Donc quand il y a le contact, ça bip. Ici, vous voyez que ça bip. Et si je vais de l'autre côté, évidemment, il ne se passe rien. C'est pas conducteur. Ce film-là, il était donné pour 12 microns d'épaisseur. Je pense qu'on doit être à peu près. Je pense que c'est peut-être légèrement plus épais que ça, mais je pense qu'on est à peu près sur le même ordre. Hein. Donc avec ça, je vais pouvoir faire des capsules en aluminium. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas de l'or, c'est de l'aluminium. Effectivement. Bon, les capsules, même les capsules Neumann, autrefois, étaient faites, certains modèles avaient été faits aussi en aluminium. Donc c'est pas non plus une idée complètement saugrenue que d'utiliser ça. Alors j'aimerais en profiter pour faire une petite expérience, histoire de montrer un petit peu pourquoi on appelle ce genre de micro un micro à condensateur. Alors un condensateur, qu'est-ce que c'est? Bon, on connaît tous ce genre de composants. Donc ça, c'est un condensateur électrolytique qu'on utilise massivement dans les circuits électroniques. Mais qu'est-ce que c'est un condensateur? Eh bien en fait, c'est tout simplement deux conducteurs, qu'on appelle aussi souvent des armatures, qui vont être séparés par quelque chose d'isolant. Donc en fait, ça peut être de l'air, ça peut être du verre, de la céramique, du papier, du plastique, n'importe quoi, qui va isoler donc deux conducteurs. Ce qui veut dire quelque part hein, que dès que je prends deux fils, par exemple ces deux fils-là, bah, si je les mets côte à côte, j'ai deux conducteurs séparés par de l'isolant. Techniquement, j'ai un condensateur dès que j'ai deux fils côte à côte. Mais là, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'une capsule eh ben, fonctionne exactement sur ce principe-là. Donc je vais utiliser cette pièce, donc c'est un bouchon de plomberie hein, en laiton qui est bien conducteur, qui va me servir de pièce arrière, voilà, ça va faire office de pièce arrière. Je vais utiliser un petit morceau de ma petite couverture de survie, là, de ma petite membrane. Donc je vous rappelle qu'il y a une face qui est conductrice et une face qui est isolante. Et avec ça, bah, je vais pouvoir former un petit condensateur. Alors pour ça, je vais venir fixer ma petite pièce ici dans le petit étau. Voilà, comme ça elle sera bien maintenue. Je vais lui relier une des deux sondes, hein, donc n'importe laquelle, il n'y a pas tellement de sens. Alors ensuite, il faut que je connecte l'autre électrode sur ma petite feuille ici, de métallisée. Donc je vais le pincer en deux, comme ça, pour bien faire la connexion avec la face qui est conductrice. Donc c'est bien cette face ici qui est conductrice. Okay, et c'est donc l'autre face ici qui est une face isolante, celle-ci, qui va donc être rapprochée de la pièce métallique. Donc pour l'instant là je suis quelques centimètres, je suis assez éloigné, quoi, genre 10-15 centimètres, et pour l'instant on voit qu'il n'y a rien sur l'appareil de mesure. C'est normal, il n'y a aucun contact entre les deux. Il y a en fait un effet de condensateur hein, qui se produit parce que malgré tout, bah, y a les deux conducteurs avec l'isolant entre les deux qui est l'air. Mais la distance est tellement grande qu'on n'arrive pas à mesurer quelque chose de significatif. Mais regardez ce qui se passe quand je vais m'approcher. Donc je vais m'approcher tout doucement. Voilà, regardez, là je suis encore à bien 4 ou 5 cm et on commence à mesurer une capacité qui est petite. Hein, on est à peine en dessous de... On est à un tiers de picofarad, donc c'est vraiment très petit. Mais regardez ce qui se passe si je commence à rapprocher encore un peu plus. Déjà, on a franchi, on est à plusieurs picofarads. On a dépassé les 10, 12, je suis encore à peu près à quelques millimètres. Et vous voyez, quand je viens me coller, alors je suis collé, mais il n'y a pas le contact, puisque c'est la face non conductrice qui est face au bouchon en laiton. Eh bien, j'ai une capacité de l'ordre de quelques dizaines de picofarads. Alors, si je viens appuyer pour augmenter le contact, eh bien, je diminue la distance, hein, en fait, c'est ça qui se passe. Eh bien, vous voyez, on a une capacité qui est très importante, enfin très importante relativement, quoi. On est presque à 1 nanofarad, on est à 800, 700, 800 picofarads, donc presque 1 nanofarad. Donc ça commence à être vraiment significatif. Et si je m'éloigne un peu, hop, vous voyez, ça rediminue tout de suite. Le micro, comment il fonctionne? Comment fonctionne la capsule? Eh bien, la capsule, elle est tendue comme ça, on va dire, à peu près, hein, bon, j'exagère un peu l'ordre de grandeur, mais elle est tendue au-dessus de la pièce arrière, et quand l'onde acoustique va venir frapper la membrane, que va faire la membrane? Comme elle est très légère et très souple, eh bien, elle va se mettre à vibrer, à osciller. Et quand ça va osciller, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la capacité va varier exactement en proportion de la distance. Voilà. Et donc, au final, bah, avec le circuit électronique qui suit derrière, on va pouvoir convertir cette variation de capacité en variation de tension et donc en signal audio électrique qu'on va pouvoir ensuite amplifier et transporter dans le câble. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Bah alors je me suis rendu compte que mon micro MXL, en fait, il avait un problème. Les petits crachotements qu'on avait tout à l'heure, ils venaient pas de la capsule. J'ai fait des permutations, j'ai essayé toutes sortes de choses. C'est le micro qui a des soucis. Je sais pas, il doit y avoir un problème dans les composants. Ça fait des années qu'il est dans le placard et qu'il n'était pas sorti. Et en changeant la capsule, le problème est toujours le même. Et voilà. Donc c'est pas un problème de capsule, c'est crachotement, manifestement. C'est vraiment un problème dans le circuit. Et du coup, bah, c'était un peu gênant pour tester le micro. Du coup, j'ai ressorti ce petit micro qui est un Apex 460, il me semble. Ou non, 435. Apex 435. Voilà. Je sais même plus parce que je l'ai repeint. Voilà. Donc, l'électronique avait été refaite à l'époque, mais la capsule, elle, est d'origine. C'est une capsule chinoise, le même genre que celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc je vais mettre ma capsule avec qu'on vient de refaire là dans ce micro et on pourra faire la comparaison. Mais avant je vais jouer un peu de guitare, comme ça on aura les éléments, on va pouvoir comparer comme ça la sonorité des différents micros. Voilà, ça c'est la capsule. Ça c'est l'ancienne capsule. Voilà. Donc bah, c'est un peu le même genre que celle-là, hein, en définitive. Voilà. Sauf qu'il y a quand même un peu plus d'or. Celle-là, elle est un peu... c'est un peu radin. Hein. Et l'arrière, voilà, neutralisé. Bon, la construction est un peu différente. Mais le principe est le même, c'est des capsules avec les trous en quadrillage et avec connexion centrale. Voilà, c'est toujours le même type, le même modèle de capsule. Et voilà, le micro a sa capsule qui est changée. Voilà. Donc ben, on va le tester, on va voir si ça fonctionne. C'est la surprise. Alors, vous m'entendez là à présent à travers le micro qui contient la capsule dont je viens de refaire la membrane. Donc comme vous entendez, le son est pas moche, hein, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est déjà une belle réussite. Peut-être que ce micro pourrait même être intéressant comme ça. Je pense que je vais laisser la capsule dedans et on verra un petit peu ce que ça donne. Parce que j'avais jamais changé la capsule de ce micro encore. On verra si à l'usage le son est bien équilibré ou si c'est pas très bon. Je vous laisse me dire un peu dans les commentaires ce que vous pensez du son de ce nouveau micro dont la capsule a été entièrement refaite, en tout cas au niveau de la membrane, à l'instant. Alors, je vais jouer un petit peu de guitare pour qu'on entende un peu dans les mêmes conditions que tout à l'heure avec les autres micros ce que j'ai pu faire. Comme ça, on aura des éléments assez précis pour comparer.
Alors voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. J'espère que maintenant, tout ce qui se cache à l'intérieur d'un micro sous la grille, là, au niveau de la capsule, ça vous paraît un petit peu moins mystérieux. Alors, je dis pas que, enfin, tout ce que vous m'avez vu faire là, ne vous amusez pas à tripoter vos micros, surtout s'ils ont de la valeur. La capsule, ça reste quelque chose d'extrêmement fragile. Là, j'ai travaillé sur des capsules AliExpress qui valent 20 balles, sur lesquelles la membrane était déjà perforée. Donc, j'avais pas grand risque, mais attention, ne vous amusez pas à faire n'importe quoi. Les capsules, ça coûte cher et les bonnes capsules coûtent cher et c'est très très fragile. C'est sensible mécaniquement hein, au cou, aux traces de doigts. C'est sensible à la poussière, c'est sensible à l'humidité aussi. Donc c'est pareil, les micros, il faut les stocker et les protéger même quand on les utilise pas. Voilà. Alors bon, bah, finalement, vous avez vu que avec bah, des moyens un peu artisanaux, un peu simples, avec des choses vraiment basiques, j'ai réussi à reconstruire une capsule qui fonctionne bien, qui a un son qui est, ma foi, ce qu'il est, qui est peut-être pas, c'est sûrement pas le micro absolu, mais quand même c'est pas mal, hein, c'est peut-être un petit peu médium. J'ai l'impression que les aigus sont assez doux, assez soyeux. Mais de ce que j'entends au casque, là, en premier jet, je dirais que les médiums sont assez en avance, ce qui peut être intéressant pour certaines sources, mais peut-être pas tout le temps pour tout. Alors, je pense que dans les choses qu'on pourrait améliorer, c'est la façon de disposer la membrane et de la mettre en tension, parce que la tension de la membrane va lui donner une fréquence de résonance et va comme une peau d'un tambour, hein, tout simplement. Et en fait, on va changer complètement son comportement. Peut-être pour ceux qui connaissent un peu la batterie, quand vous avez une caisse claire, vous mettez le timbre dessus. Des fois, quand vous jouez, je sais pas, du piano ou d'autres instruments à côté, sans jouer de la caisse claire, hein, sans la toucher, certaines notes vont faire vibrer les pots, et du coup, on va entendre le timbre qui va claquer, alors qu'on n'est pas du tout en train de jouer sur la caisse claire. Et ben, ce phénomène de résonance, bah, il se produit aussi à l'échelle d'une capsule de micro. Donc, le niveau de tension, il y aurait des expériences à faire avec des tensions plus faibles, qui privilégieraient un peu plus les basses fréquences, des tensions un peu plus élevées qui pourraient au contraire rendre plus faibles les basses fréquences. Enfin bon, là il y a des choses à expérimenter. J'ai pas encore toute cette science-là, mais il y a de la littérature, il y a des gens qui ont expérimenté. Puis bon, voilà. En tout cas, le son que j'entends est quand même assez plaisant. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Alors voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre des petits pouces vers le haut pour soutenir un peu le travail. Surtout, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est très très important. Et puis, bah, je vous souhaite de tout le meilleur. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.